Sonia Barcala, bonsoir et bienvenue sur Radio Univers Gaïa. Bonsoir. Alors, vous êtes créatrice et fondatrice de la société S17. Vous êtes auteur et réalisateur du film Faux départ. C'est ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Donc ce soir, on va parler un petit peu de ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Ce film qui est magnifique et qui apporte quelques réponses scientifiques au domaine de la NDE. Il suscite plus d'interrogations, on va dire. Je donne des éléments, une enquête, le résultat d'une enquête qui a duré plus de 4 ans. Mais bon, j'ai pas la prétention d'apporter des réponses, on va dire, mais de susciter beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations dans le milieu scientifique. Comment ont répondu justement tous ces médecins, ces scientifiques à votre appel ? C'était un appel, enfin, ils ont répondu très favorablement, avec une ouverture extrêmement appréciable. Mais ça a été le fruit d'un travail de fourmi pour justement, depuis Martigues, à les convaincre, entre guillemets, à s'exprimer. À s'exprimer. Quel a été le leitmotiv de votre projet ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, Sonia, pour que vous ayez eu envie de faire ce film ? Disons que ça remonte à ma plus tendre enfance. Je me posais des questions existentielles depuis l'âge de 5 ans, du genre, pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Et puis à l'âge de 11 ans, j'ai lu, comme beaucoup de millions de personnes, le livre du docteur Raymond Moody, La vie après la vie. Oui. Et je me souviens qu'à la lecture de ces témoignages, j'ai ressenti que le livre avait eu un effet thérapeutique sur moi. Et puis bon, ça s'est passé en plusieurs phases en fait. À l'âge de 14 ans, j'ai vécu ce qu'on appelle une OBE, Out of Body Experience. C'est une sortie hors du corps dans ma chambre d'ado. Je me souviens m'être retrouvée au plafond et j'avais perçu à l'époque les ondes radio. Mais je tiens à préciser, ma chaîne IFI était éteinte et j'étais comme une forme de boule d'énergie. Et plus je m'approchais de la chaîne IFI, plus je créais des interférences avec la radio. Plus je m'approchais, plus j'entendais les stations radio défiler les unes après les autres, j'entendais les animateurs parler. Et puis à un moment donné, je me suis arrêté sur une chanson. C'est pas anodin parce que c'était la chanson de Goldman, Patois. C'était la chanson de mon premier amour que j'ai pu entendre du début jusqu'à la fin. Et après cet épisode, donc j'ai continué un peu à flotter et je me souviens m'être fait la réflexion, tiens, nous sommes électroniques. Alors évidemment, le lendemain, j'en ai parlé à maman et puis à une amie de classe. Ma mère a pensé que j'avais fait une hallucination et puis l'amie de classe c'est un peu beaucoup foutu de moi, quoi. Est-ce que donc vous avez pensé tout de suite à un phénomène extraordinaire, mais vous avez pensé à un moment donné qu'il pouvait y avoir une problématique émotionnelle ou psychique à la base, ou vous avez tout de suite pensé à un phénomène extraordinaire ? C'était pour vous évident. Il s'était passé quelque chose de Oui, paranormal. Absolument. J'aime pas le terme paranormal, mais je dirais plutôt quelque chose de réel. De J'ai réel ? l'impression, oui, de réel. D'accord. Mais c'est pas là que tout s'est déclenché, parce qu'à ce moment-là, même si j'avais lu le livre de Moody, j'ai pas fait tout de suite la relation avec les sorties du corps. C'est par la suite, c'est entre 16 et 18 ans, que tout s'est réellement déclenché. C'est-à-dire qu'entre 16 et 18 ans, j'ai fait une grosse dépression, une crise d'adolescence qui a failli mal tourner, puisque j'ai failli mettre fin à mes jours. Parce que je me trouvais dans un lycée très élitiste, j'étais dans un mal-être assez profond. J'avais du mal à me projeter dans l'avenir. Et dans ce lycée, c'était celui qui avait le plus de marques affichées sur son front, enfin, ou l'apparence. Et disons que j'ai eu du mal à m'adapter à ce lycée. Ce lycée me renvoyait l'image d'une société d'apparence. Et j'étais très mal à l'aise avec ça. Donc j'ai pensé à la mort de manière très importante, au point où j'ai vraiment failli mettre fin à mes jours. Et c'est le film de Moody en fait qui m'a sauvé et qui a été un déclic pour moi. Je précise, c'est-à-dire que quand j'ai vu ce film en 99, j'ai tellement été saisie et touchée par la sincérité des témoignages, je me rappelle en avoir pleuré même, de joie, que dans un premier temps, ça m'a fait renoncer à me suicider. Et d'autre part, ça m'a suscité ma vocation. Je me suis dit, un jour, moi aussi, je ferai un film. Moi aussi, je ferai un film avec l'idée d'aller plus loin au niveau scientifique. Moi aussi, j'essaierai de sensibiliser un maximum de personnes. Mais l'aspect scientifique était très important. Est-ce que... Alors, ce qui me touche le plus, excusez-moi, dans je vous en prie. les EMI, c'est cette étape de bilan de vie, lorsque les gens revoient leur vie défiler, lorsqu'ils ressentent le bien et le mal qu'ils Vous ont avez pu eu faire. ça ? Vous avez eu ça ? Non.
Non, non, ça, je l'ai pas vécu. J'ai pas Non, vécu de de mort. mort, eh oui. Mais en tout cas, ça m'a parlé. Parce que j'étais tellement euh, dans un chagrin, et puis même de conflits avec d'autres personnes, etc., que ce soit en amour ou en amitié, que ça m'a fait bien réfléchir. Et puis, ça m'a consolé quelque part, de me dire qu'un jour, comme moi et comme eux, un jour, ils ressentiront ce que je ressens et que ben, ils comprendront. Donc, de savoir que nous sommes tous reliés les uns avec les autres, de savoir ce qu'on peut faire aux autres, on se le fait à soi-même, finalement, je me suis dit, mais mince, si tout le monde pouvait comprendre ce concept, que nous sommes tous reliés, que Al- tout ce que nous faisons aux autres, à la vie, à la nature, on se le fait à soi-même, il n'y aurait plus de conflits, il n'y aurait plus de guerre, et puis ça changerait nos relations avec les autres dans cette société qui veut développer. C'est là où moi je rentre souvent en réflexion, puisque de manière différente dans mon travail au quotidien, que ce soit aujourd'hui à travers la radio, mais en tant que thérapeute, je me dis est-ce que finalement on ne doit pas passer par l'expérience pour ouvrir la conscience, ouvrir le cœur. Alors c'est très bien, moi je suis ravie qu'il y ait des gens comme vous qui fassiez ce genre de film, qu'il y ait des initiatives sur d'autres plans médiatiques ou des livres qui soient écrits, mais quelque part, moi je me rends compte que je conseille vos films et vos livres à des gens qui viennent de vivre une expérience et qui n'ont pas de réponse. Quand j'essaie d'ouvrir le sujet et que les gens sont fermés, c'est quand même assez difficile. Bon, les gens s'ouvrent de plus en plus, soit parce qu'ils ont vécu quelque chose, ou parce qu'un membre de leur entourage a vécu quelque chose, comme votre maman qui à un moment donné a dû chercher des réponses, ou comme mes parents qui ont cherché à avoir des réponses. Donc c'est vrai que ça touche, quand une personne est touchée, on peut penser qu'il y en a 5, 6, voire une dizaine autour qui se posent des questions. Donc c'est là de l'intérêt. Mais je reste encore sceptique sur le fait de me dire, qu'est-ce que vous en pensez ça ? Est-ce qu'on ne doit pas passer finalement par l'expérience pour ouvrir un petit peu, se poser des questions ? On peut parler de conscience, voilà. Ah, vous avez tout à fait raison de parler de ça, puisque c'est ce que je me rends compte au niveau médical et scientifique. D'ailleurs, au colloque de Marseille, Oui. je propose un plateau, être médecin et vivre une expérience de mort imminente, quelle pratique après. À croire qu'il faut vivre l'expérience pour avoir un autre regard, pour être convaincu d'une certaine réalité autre, entre guillemets. Et, et ça me fait penser que pour toute grande découverte, eh ben, l'humanité, la société a dû passer par ce genre d'expérience, entre guillemets. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de la manière dont on a découvert les météorites? C'est la même histoire. En fait, il était question, à une certaine époque, de témoignages de paysans qui se plaignaient de voir tomber des pierres du ciel dans leurs champs. L'Académie des sciences n'a jamais pris au sérieux ces paysans, et pourtant il y en avait des milliers et des milliers, jusqu'au jour où un membre de l'Académie des sciences se trouvait dans un champ et a vu tomber une pierre. Il a vu qu'elle était un peu différente, donc il a fait des analyses sur cette pierre et il a vu effectivement que la composition était différente. C'est comme ça qu'on a découvert les météorites. Et bien pour les NDE et les EMI, c'est pareil. Il faut croire qu'il faut qu'un grand ponte de la science, un grand médecin ou plusieurs personnes de la communauté médicale vivent l'expérience pour avoir un autre regard sur celle-ci. La réalité, c'est que on est quand même de plus en plus nombreux à vivre ces phénomènes, qu'il y en a de plus en plus. Alors ça, l'origine et la source, c'est encore un autre débat. Mais la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de témoignages, que c'est de plus en plus fréquent. Exactement. Ça, c'est certainement dû aussi grâce aux techniques de réanimation qui jouent un grand rôle à mon avis. Mais est-ce vraiment nécessaire de vivre l'expérience pour s'ouvrir? Peut-être pas la EMI, peut-être pas les expériences de mort imminente, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, et ça on le sait depuis 30 ans, qu'il est pas nécessaire de vivre cette expérience, en prenant la mort en tout cas. On peut la vivre par la méditation, par la relaxation, en faisant l'amour, en buvant un café, en cueillant des fleurs, mais aussi parce qu'on a perdu un proche. On a perdu un proche, ou peut-être que depuis le départ, on est sensible au sujet. Ça résonne en nous comme si c'était quelque chose de naturel qui était réveillé à chaque fois qu'on entend parler de ces expériences ou de tous ces phénomènes connexes ou annexes. Alors, ce film, depuis qu'il est sorti, comment ça se déroule un petit peu pour le visualiser, pour le trouver? Comment vous avez réussi à trouver des voies de diffusion, Sonia? Alors, pour tout vous dire, ça a été très compliqué au départ. Oui. Ça a été très compliqué puisque je me suis autoproduite. C'est pour ça que j'en parle, Sonia. Ça a été vraiment, vraiment très compliqué, mais je ne regrette pas. C'est une véritable aventure humaine que j'ai vécue et que je vis encore et que je découvre et c'est fabuleux.
Je suis passée par de grandes difficultés parce que je suis autodidacte déjà, c'est mon premier film. Évidemment, lorsqu'on fait le circuit entre guillemets normal, il faut une coproduction avec une chaîne de télé. Or, je savais très bien dès le départ qu'une grande chaîne de télé ne se risquerait pas à me coproduire puisque c'était mon premier Pas film. pour le moment, Sonia, restons positifs. Pas pour le Oui, moment. bien sûr. Non, mais je vous dis ce que je ressentais à l'époque Oui. déjà. Parce que le projet, il date de 10 ans. Hein. Oui, j'ai vu ça, 7 ans pour le réaliser. C'est ça. Et donc je suis partie dans une autoproduction. Et une fois terminé, je me suis dit, une fois que j'aurai fait mes preuves, peut-être ils vont l'acquérir en acquisition, tout simplement. Et j'ai eu la chance, malgré tout, de montrer mon film à des grands pontes de la télé, qui ont été touchés par le film, qui l'ont proposé à des grandes chaînes. Mais on a essuyé un refus, car la direction des programmes, par exemple, a refusé par peur d'avoir des soucis avec la communauté scientifique. Donc, je me suis un peu résignée à le diffuser dans un premier temps en 2010 en DVD. Et puis, petit à petit, il a fait son chemin. Je suis confiante de ce film, du destin qu'il a. Il a un chemin très particulier, puisqu'aujourd'hui, il est diffusé dans les unités de soins palliatifs, dans les universités, comme outil pédagogique et comme outil thérapeutique. Et je ne désespère pas, ça je peux vous le dire, qu'un moment ou un autre, il sera diffusé en télé, dans une télé à grande audience en tout cas. Car aujourd'hui, je fais le tour du monde, on m'invite un peu partout. Ça, c'est une belle expérience. Voilà, donc je suis partie en Israël, en Tunisie, au Maroc, en Thaïlande, etc. Je reviens des Antilles, là je suis à Montréal. Et il a un excellent accueil. Et le buzz le buzz est en train de se faire, ça c'est certain. Il est en cours. Le titre Faux départ, ça vient d'où ça? Voilà, Faux départ qui est disponible donc sur mon site www.s17production.com sur Amazon. Eh oui, j'allais le dire parce que c'est important de le trouver. Mais le titre, il vient d'où, Sonia? Le titre, il me fallait un titre court. Il me fallait un titre court, il me fallait un titre percutant sans le mot mort à l'intérieur. Et en fait, j'ai mis plusieurs années à le trouver, mais je l'ai trouvé un jour, un soir où je regardais les Jeux Olympiques de Pékin. Voilà, c'est la série d'athlétisme. Et puis, une fois, ils ont dit faux départ. Je n'ai pas trop réagi. La deuxième fois, j'ai sauté comme une puce parce que je sentais que j'avais trouvé un peu mon titre. Et j'ai trouvé que c'était très symbolique, puisque dans tout faux départ, on demande aux athlètes de mieux se replacer pour mieux repartir. Et les EMI, c'est pareil. Vous avez quand même des salles qui acceptent de le diffuser? Oui, il y a eu beaucoup de diffusion au cinéma. Ça se fait bien sûr de manière assez marginale. On retrouve sur votre site les lieux de diffusion? Les lieux de projection, absolument. Non, mais j'ai bénéficié aussi d'une grande solidarité par rapport à toutes les associations et puis toutes les radios comme vous qui traitent de ce sujet. Et puis on en profite pour vous remercier car l'information passe par là aussi. Le lien, l'entraide. Comment alors vous êtes aussi à la base de l'organisation du colloque, du magnifique colloque sur la NDE avec le monde scientifique. Première organisation en 2006, le 17 juin, et la deuxième au mois de mars en 2013. Pourquoi tant de temps entre ces deux colloques, Sonia? Alors, la première a été une raison financière, puisque je suis une productrice indépendante, puisque ça a été très compliqué après le premier colloque de se relancer dans une réorganisation. Il est vrai aussi qu'avec Internet, ça a ses qualités, ses défauts, ses avantages et ses inconvénients, et que le premier DVD de Martigues a été énormément piraté. Donc, il est très difficile pour des petites productions indépendantes comme moi c'est difficile de survivre. Là. Et puis, la deuxième raison qui est acceptable aussi, c'est parce qu'il manquait de l'actualité et que je ne voulais pas rentrer dans une série de conférences ou de colloques annuels. Déjà vu. Voilà, du déjà vu, du déjà fait, du Martigues bis, ça ne m'intéressait pas vraiment. Tout s'est mis en place cette année en fait. J'ai décidé en tout début d'année de me relancer dans des deuxièmes rencontres parce que j'avais fait suffisamment de voyages, j'avais fait suffisamment de rencontres avec des spécialistes, avec des témoins
et puis toutes les dernières années passées par notre bilan, et pour avoir un autre axe, l'axe vu pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes authentique, C'est gentil. entière et authentique. Il n'y a pas de, on néglige aucun détail, hein. Donc voilà, on a répondu à pas mal de questions. Moi, je suis très contente, en tout cas, de vous rencontrer et puis de savoir qu'il y a autant de motivation et qu'on puisse réunir le monde scientifique autour de ce sujet de la NDE. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de faire après tout ça, après ce film? Bon, vous êtes en plein dedans, mais est-ce que vous avez déjà d'autres projets en Oui, perspective? absolument. Je vais développer tout ce qui est conférences un peu partout en France et même à l'étranger. Et j'ai d'autres projets de films documentaires. Ça, Toujours dans le même sujet. sujet connexe. En tout cas, c'est toujours un peu relié quelque part. Je vais pas rester toujours sur les NDE, mais c'est toujours en lien, on va dire. Alors, de tous les pays que vous avez visités, lequel qui vous paraît le plus ouvert, le plus prêt à parler de tout ça de manière plus généraliste? Oh, je pense que c'est la leçon que j'ai retenue cette année. C'est que finalement, ils sont tous ouverts. Ils sont tous ouverts. Et ce que j'ai appris le plus, c'est que moi-même, j'avais des préjugés par rapport à tout ce qui était religion. C'est-à-dire que j'ai été invitée en Israël, j'ai été invitée au Maroc, en Tunisie, j'ai fait une projection en Thaïlande, donc un peu toutes les tendances. Lorsque j'ai fait une projection à Tel Aviv, un docteur religieux, disons, a été très bouleversé par mon film. Il m'a dit qu'il a été conforté dans sa foi. Ça m'a touché. Je suis partie au Maroc et en Tunisie, on m'a dit la même chose, que ça les avait confortés dans leur foi. En Thaïlande, c'est pareil. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que tout s'est fait en l'espace d'un mois. Et pour couronner du tout, j'ai été contactée par une librairie catholique et qui m'a commandé des DVD. Je leur ai dit, mais comment vous avez eu l'info pour le DVD? Figurez-vous que la personne m'a répondu que c'était un prêtre qui m'a fait de la pub à la messe, à la paroisse. Donc finalement, l'expérience rapproche plus qu'elle ne sépare. Et c'est vraiment une expérience qui met tout le monde d'accord. C'est magnifique, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. On va rappeler aux auditeurs que votre site internet, qui est S17 Productions, c'est ça? .com, oui. .com. Alors j'ai le site spécial colloque aussi, pour rappeler aux auditeurs que Raymond Mauly donc, sera en France les 9 et 10 mars à Marseille, le 12 mars à Lille et le 16 mars à Bruxelles. Et pour avoir aussi toutes ces informations dans le site conférence au pluriel-eni.com. Donc les gens peuvent participer à ce colloque, venir voir un petit peu comment ça se passe? Absolument, c'est ouvert au public. On réserve nos billets avant, c'est ça? De préférence, parce qu'il y aura moitié moins de place qu'à Martigues. Donc, et puis ça n'arrête pas. Donc, la réservation on sera là, en tout cas. On sera un plaisir de retransmettre toutes vos conférences, d'en parler et voilà, d'unir nos forces et nos compétences. Merci beaucoup, Sonia. Merci à vous.